Intestin irritable, que manger? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet de l'intestin irritable, je suis avec Joris, notre coach spécialisé de l'intestin chez Salut. Bimove. Salut Joris, Salut. tu vas bien? Ouais, vous? Et toi? Bah écoute, super, ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intestin, un sujet que tu maîtrises bien, puisque du coup, tu as pas mal travaillé dessus chez Bimove sur différents programmes. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'intestin irritable et beaucoup de gens peuvent penser avoir ce symptôme et se Hmm. demander du coup, qu'est-ce qu'on peut manger? Quels sont les aliments à privilégier? Quels sont ceux inversement à limiter pour peut-être retrouver à terme un intestin en bonne santé? Donc, Hmm. on va évoquer tout ça dans cette vidéo. Euh, Juste avant de démarrer, on rappelle d'ailleurs pour les gens qui sont intéressés de prendre soin de leur intestin. On a un document complet donc qui vous permet de tester la santé de votre intestin pour savoir si vous avez un intestin en bon état, savoir si notamment votre microbiote aussi est en bon état. Donc c'est un test complet qui vous apporte pas mal de choses à vérifier. Et ensuite, vous aurez du coup une sorte de note pour voir la santé de votre intestin. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et je mets aussi le petit lien hop, ici dans le petit i comme info. N'hésitez pas à cliquer, on vous l'envoie par email. Et après, du coup, bien, vous avez juste à le faire de votre côté. Et ensuite, on vous envoie aussi des petits emails pour vous indiquer quoi faire justement en cas de notes qui ne vous conviendraient pas, on va dire. Donc voilà, on vous enverra du coup pas mal d'informations par la suite. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'intestin irritable, qui est une pathologie que peuvent avoir de plus en plus de personnes, parce que par rapport à pas mal de choses du style de vie, de l'alimentation, c'est l'intestin est souvent la cible, on va dire, de notre environnement. Donc, Joris, est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne connaissent pas, rappeler dans les grandes lignes ce qu'est l'intestin irritable? Alors, pour faire simple, en fait, l'intestin irritable, en fait, il y a un peu tout dans le dans le mot. C'est les intestins qui sont irrités, mais c'est pas vraiment une maladie inflammatoire où on peut avoir vraiment une inflammation, donc une irritation vraiment très profonde. C'est-à-dire que certains aliments, même s'ils sont pas tolérés, peuvent passer. Ils donnent des symptômes, ils peuvent passer. Mais en fait, on se rend compte que chez ces personnes qui ont l'intestin irritable, donc je m'inclus dedans parce que je l'ai eu longtemps, ce qui se passe, c'est que on devient intolérant à beaucoup de choses, alors qu'auparavant, en fait, on pouvait tolérer, par exemple, le pain, les pâtes, on pouvait le tolérer, par exemple. On reviendra sur ça. Et puis, au bout de quelques années, on se dit, mais comment ça se fait que maintenant, je peux plus manger ça, ça et ça, alors qu'avant, je pouvais le manger. En fait, on va expliquer pourquoi, ce qui se passe vraiment quand on mange certains aliments. Ok. Et donc, d'un point de vue un peu physiologique, qu'est-ce qui se passe sur l'intestin pour que il change, il devienne malade, on va dire. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur la paroi de l'intestin? En fait, là, ce qui se passe vraiment, on ne sait pas vraiment déjà de base ce qui se passe réellement. Ce qu'on peut voir donc, dans la littérature scientifique, les pistes, c'est qu'il y a des nerfs, des petites terminaisons nerveuses derrière l'intestin, derrière la muqueuse en fait, qui servent à brasser, on va dire, les aliments pour obtenir un maximum de nutriments et qui servent aussi à bouger l'intestin, qui permettent de passer d'un point A à un point B, finir les aliments, finir aux toilettes, une fois que tout est bien absorbé. En fait, il y a deux configurations, donc soit la diarrhée, soit la constipation. Donc soit ces fibres nerveuses, elles bougent plus, ou alors elles sont très peu stimulées, donc du coup, on a une sorte de stase, en fait, ça bouge pas, ou ça bouge très peu, et donc du coup, on est constipé, on a mal au ventre. Ou soit, au contraire, on a et ça, c'est provoqué par quelque chose d'exogène. Donc, par exemple, ça peut être un aliment qui va provoquer une évacuation très rapide, en fait. Donc, l'intestin, par exemple, il va, l'intérieur de l'intestin va capter toute l'eau qu'il y a autour, on va dire, de l'intestin pour évacuer le plus vite possible parce qu'en gros, il se dit, ça, je peux pas le digérer, je ne peux plus le faire, je suis intolérant à ça, donc je vais m'en débarrasser le plus vite possible. Et donc là, c'est la diarrhée. Ok. Donc les symptômes, effectivement, concrètement, c'est des problèmes au niveau des selles, en fait. Ouais, voilà. Et Ok. ballonnement aussi, gargouillis souvent.
Ok, ça marche. Alors, du coup, pour les personnes qui sont concernées, donc on va voir quels sont les aliments à privilégier et ceux qu'il faut fuir, parce qu'effectivement, ça va être en grande partie lié forcément à ce que vous mettez dans votre intestin, donc à l'alimentation. Même s'il n'y a pas que en fait, hein, mais aujourd'hui, on va parler vraiment de la partie alimentation. Alors, donc on vous a fait des petits schémas. Donc déjà, premier point à privilégier, ça va être les aliments riches en fibres. Tu peux nous en dire deux mots, Joris? Ouais, bon, alors là, il y en a beaucoup qui ont le syndrome de l'intestin irritable et qui vont dire ah non non, moi il faut absolument pas que je mange de fibres, etc., etc. Et c'est vrai chez certains. Moi, par exemple, il fallait absolument pas que je mange de fibres, ou si je pouvais en manger, mais différentes fibres, pas des fibres hyper dures comme on peut trouver par exemple dans l'artichaut. Mais par exemple, régime, c'est surtout pour les personnes qui sont constipées en fait. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que normalement, on devrait manger 35, au moins 30 à 35 grammes. Moi, je pense qu'il faudrait faire plus, mais en moyenne, 35 grammes de fibres. D'ailleurs, nos ancêtres, à l'époque du paléo, mangeaient beaucoup plus de fibres, Ah, hein. clairement. Aujourd'hui, en fait, on a une alimentation qui est globalement pauvre en fibres parce qu'elle est plutôt industrielle, plutôt transformée. Et c'est vrai que les végétaux, en fait, c'est une part qui devrait être Mm. très majoritaire pour avoir un Ouais. bon système digestif. Et c'est quelque chose qu'on a perdu, malheureusement, avec le temps, quoi. C'est ça. Et donc, on arrive, donc, les autorités ont mis à peu près 35 grammes de fibres, même si je pense qu'il faudrait augmenter ça. Mais c'est qu'en fait, on part déjà de base avec des gens qui consomment 5 grammes de fibres par jour, par exemple. Des fois, on peut monter à 10, mais 5 à 10 grammes, c'est clairement pas suffisant, sachant que on pouvait monter jusqu'à 40, 50 grammes sans problème à l'époque. Donc, et puis même nos corps sont faits pour supporter 40 grammes de fibres, par exemple. Et donc voilà, donc une personne qui est constipée, justement, on va essayer au moins de faire office un peu de balai intestinal en fait, c'est-à-dire que les fibres vont venir pour pousser Hmm. euh, les selles, sachant que, comme je disais tout à l'heure, les nerfs qui est autour des intestins qui ne fonctionnent pas très bien chez les personnes qui ont un intestin irritable, au moins les aider avec des fibres. Même si chez certaines personnes, la constipation peut être due à un excès de certaines fibres, et on en parlera tout à l'heure. Ok. Et donc voilà, en gros, c'est à peu près ça pour les personnes qui sont constipées, manger plus de fibres. Et donc les personnes qui disent justement que les fibres, ça va hériter l'intestin, que ça n'arrive pas à les digérer, qu'est-ce que tu leur dis du coup à ces personnes-là? Ben en fait, ça dépend. Au début, j'étais très tranché jusqu'à avoir plusieurs personnes qui souffraient de l'intestin irritable. Et puis, en fait, je me rends compte que parfois, augmenter les fibres, c'est très efficace pour ceux qui souffrent de constipation. Même sur le mental, j'ai vu plusieurs fois que ça agissait énormément sur le mental. Et d'autres fois, ça passe pas. C'est irrité. Et donc, en fait, on peut pas voir de nous-mêmes le degré d'irritation, on va dire, de l'intestin. Donc, il faut tester. Et le but, c'est pas, par exemple, si vous avez une alimentation à 5 grammes de fibres par jour, de passer direct à 35, en fait. Il faut le faire vraiment très doucement et voir jusqu'où votre intestin peut tolérer. Mais, euh, mais chez certaines personnes, ça marche. C'est pour ça que je l'ai mis, même si je sais que c'est un peu controversé. Et chez d'autres personnes, ça marche pas. Savoir aussi qu'il y a deux types de fibres, les solubles et les insolubles. Et c'est surtout les solubles qu'on va essayer d'apporter plutôt que les Après, fibres insolubles. en plus, il y a un petit cercle vicieux, c'est que moins on mange de fibres, moins on est capable de les digérer aussi, quoi. Parce Exactement. que Bah notre déjà, oui. microbiote va se modifier, donc ça, c'est un cercle vicieux qu'il faut essayer de casser. Parce que effectivement, les gens qui disent bah, je mange pas de fibres parce que j'ai du mal à digérer, bah, Mm, mm. plus le temps va passer, moins ils vont être capables de les digérer en fait, parce que Exactement. c'est les microbiotes, c'est toute la flore intestinale qui va s'occuper de la digestion des fibres, parce que votre intestin, vous savez pas de base les digérer, c'est les microbiotes qui s'en occupent, Ouais. et le microbiote s'adapte à ce que vous mangez en fait, quoi. Mm, mm. Donc ça, c'est extrêmement important d'essayer quand même de consommer des fibres, même si vous pensez ne pas pouvoir en consommer, quoi. Et d'ailleurs, là, je voulais préciser qu'on parle bien du syndrome de côlon irritable ou d'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle, peu importe, et pas du SIBO, où là, Ouais. l'apport, rien qu'un petit apport en fibres, déjà, ça va apporter des conséquences assez prononcées, alors que l'intestin irritable, certaines fibres peuvent passer. Ok. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de pathologies autour de l'intestin, donc c'est pour ça qu'il Oui, faut, on faut a bien, plusieurs, faut, oui. il faut bien être précis sur ce dont on parle en fait. Mm. Ok, donc premier point, donc effectivement consommer suffisamment de fibres. Deuxième point, le Ben voilà, paradoxe. voilà, Là, c'est les pour gens ça. vont rien comprendre.
Qu'est-ce qu'il dit? Ben, en fait, Avoir un régime pauvre en fibres. ça va dépendre, c'est du cas par cas, et c'est pour ça que un peu la médecine d'aujourd'hui, elle arrive pas à trouver un consensus en fait autour du traitement du syndrome du côlon irritable. C'est parce qu'en fait chaque cas est tellement différent que des fois même les aliments les plus sains ne passent pas et font plus de mal que des aliments un peu moins sains quoi. Donc par exemple, voilà, si on souffre clairement de diarrhée et qu'on a un intestin très très irrité, il vaut mieux éviter d'aller un peu. C'est un peu comme si on avait une douleur au genou, mais qu'on continuait à aller courir en fait. Par exemple, une irritation, une inflammation du genou. Tout le monde sera d'accord pour dire, ok, je reste chez moi, j'allonge mon genou, j'attends qu'il se répare de lui-même, il est capable de le faire. L'intestin, c'est pareil. Il faut éviter de le pousser un petit peu trop à travailler en fait. Et même d'ailleurs, je l'ai même pas mis parce que c'est controversé aussi, mais des fois le jeûne peut servir aussi à faire en sorte que l'intestin, ok, il se calme et je vais réintroduire progressivement après quelques aliments quoi. Et mais voilà. Ok. Mais le but en fait de consommer moins de fibres, c'est temporaire en fait. Ouais, ouais. Le but, il n'est pas de manger plus de fibres toute sa vie. Au contraire, ce serait dangereux même de faire ça. Et puis effectivement, après, comme tu disais au début, là, c'était vraiment le côté individualisation, en fait, qu'on peut pas Ouais. forcément généraliser. Il n'y a pas un protocole qui est valable pour tout le monde, parce que chaque personne a une histoire différente, a des pathologies différentes, a des intolérances différentes, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, moi, on voit sur nos différents réseaux sociaux, sur le groupe Facebook, par exemple, Paléo France, qu'on administre, beaucoup de gens parfois disent, voilà, j'ai tel symptôme, j'ai réussi à le vaincre en faisant telle chose. Et beaucoup de gens essayent en fait d'appliquer les mêmes recettes. Et Mm-mm. ça peut être une erreur parce que une recette qui marche pour quelqu'un ne marchera Exact. pas forcément pour quelqu'un d'autre en fait, parce que c'est pas, même si les symptômes peuvent ressembler, Mm. ça peut être de façon sous-jacente beaucoup plus compliqué en fait. Et c'est vrai que dans ce cas-là, en fait, être accompagné par des personnes qui vont pouvoir vous poser suffisamment de questions sur votre santé en général, Mm-mm. c'est vraiment important en fait, parce que des fois, en voulant faire de l'automédication, c'est comme ça aussi qu'on peut faire des bêtises en fait. Oui, bah clairement, oui, c'est ça en fait, parce que par exemple, j'ai eu deux cas, enfin j'ai eu plusieurs cas de personnes, et ça arrive que parfois le riz passe très très bien chez une personne, alors que c'est pas forcément un aliment paléo dans l'âme, on va dire, mais chez une autre personne, par exemple, le thé vert qui est super bon pour la santé, on sait tous qu'il est très bon pour la santé, c'est une catastrophe en fait. Ouais. Et chez l'autre personne qui pouvait manger du riz, ne pouvait pas manger du thé, enfin boire du thé, enfin etc. Donc en fait c'est très très individuel, pardon. Ok. Troisième chose, donc ça c'était les aliments plutôt à venir à privilégier au niveau des fibres. Les aliments à exclure, donc on a vu dans certains cas des fibres, et important, le gluten. Là par contre, il n'y a pas trop de modération sur les fibres, du coup ça va être des fois l'un, des fois l'autre. Sur le gluten, on va dire c'est un peu binaire. C'est en général, c'est un ennemi de votre intestin. Ouais, Il n'y a surtout. rien qui est apporté par le gluten qui est bon pour votre intestin. Est-ce Mhm. que tu peux nous en dire deux mots, Joris, en quoi le gluten va impacter négativement l'intestin? Alors en fait déjà ce qui va se passer c'est que le gluten, le corps, il y a l'allergie au gluten, donc la réaction très prononcée au gluten de la maladie cœliaque, mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas la maladie cœliaque, on n'a pas forcément, on réagit pas au gluten en fait. On peut avoir une intolérance au gluten, comme on peut avoir une intolérance par exemple au thé, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut y avoir une intolérance pour tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le gluten, déjà, juste pour dire qu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes intolérantes au gluten qu'on ne le pensait. Et ça, les gens ont tendance à dire oui, mais à l'époque, oui, mais le problème, c'est que le blé à l'époque n'était pas le même qu'aujourd'hui, en fait. Sauf qu'il n'y a pas eu de tests sur les humains qui ont été faits. On a croisé les blés, on s'est dit bon, ça va passer de toute façon. Le but, c'était le rendement. Et voilà. Bref. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez du gluten, en fait, l'intestin, déjà, il va s'irriter encore plus parce qu'il va falloir qu'il digère une molécule qui est très complexe à digérer et qui, en plus, va avoir tendance à libérer plus d'eau déjà de base. Donc, on peut avoir plus de diarrhée si on consomme du gluten. Et bon, ça c'est un point qui est très très peu abordé parce que c'est pas scientifiquement sûr, mais l'intestin irritable aurait peut-être une origine auto-immune en fait. C'est-à-dire que justement ces fibres nerveuses que j'expliquais derrière, en fait ce qui se passerait c'est qu'on aurait des anticorps, donc nos molécules à nous qui s'attaqueraient en fait à ces petites fibres-là
rien de sûr, mais c'est une piste et ça pourrait expliquer pas mal de choses. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont plus capables de faire leur travail, donc soit de stimuler l'intestin ou soit de le calmer quand il est trop stimulé justement. Et le gluten, en fait, dans les maladies auto-immunes ou dans les pathologies inflammatoires, dégénératives, etc., il joue toujours un grand rôle parce qu'il va venir trop stimuler. En fait, il va venir libérer des protéines qui vont ouvrir la perméabilité intestinale et qui vont permettre de faire passer d'autres molécules. Et donc là, le système immunitaire, il s'emballe. Libérer de l'eau, comme je dis, donc provoquer des diarrhées. Enfin, en fait, le gluten, c'est pas top. C'est pas top en général. Pour faire simple, c'est un perturbateur de l'intégrité de l'intestin, quoi. L'intestin, Exactement. il est intègre, il laisse passer certaines choses et des fois il en laisse pas passer. Le gluten, il arrive avec ses gros sabots et il fout le bazar, en fait, on va dire, quoi, grosso modo. Alors, c'est un peu plus technique que ça parce que voilà, il y a une hormone qui s'appelle la zonuline qui sert justement à gérer l'écartement en fait entre les jonctions serrées, donc qui sont les sortes de barrières de l'intestin. Et le gluten, du coup, voilà, on montre qu'il permet, enfin qu'il modifie en fait le fonctionnement de la zonuline. Donc derrière, eh bien ça va avoir des impacts effectivement, comme tu disais, sur l'immunité et sur pas mal d'autres choses aussi. Et d'ailleurs, pour juste un exemple, par exemple, on sait que bouger un peu la zonuline, on l'a découvert avec, il me semble, je suis pas sûr à 100%, avec le choléra en fait. Et oui, c'était un docteur américain, je crois que c'est Falazzo, je crois que c'est comme ça, oui, je crois, qui faisait une recherche effectivement sur le choléra. J'ai encore relu ça hier parce que je suis en train de lire un livre sur l'intestin. Et effectivement, il parlait de ça. Effectivement, c'était une recherche sur le choléra et par hasard, il a découvert la zonuline. Et donc le choléra peut provoquer des diarrhées. Et du coup, en bougeant la zonuline, donc le gluten, par la même manière, va provoquer à peu près les mêmes symptômes, quoi. Ok. Effectivement, par contre, là, il n'y a pas de choses, comment dirais-je, précises. Ça va dépendre de chacun. En fait, il y en a qui ont un degré d'intolérance, on va dire, qui peut être soit quasiment nul chez certaines personnes. Ils peuvent manger des plats de pâtes à n'en plus finir, ou des fois, des personnes qui vont avoir le cas extrême, effectivement, qui a maladie cœliaque. Et après, il y a tout le spectre, en fait. Il y a tout le cas intermédiaire, 10%, 20%, 30%, 40%. Et chacun, du coup, est différent à ce niveau-là. Et exact. C'est pareil, c'est pas simple. Mais en règle générale, on se rend compte que les personnes qui suppriment l'intestin de leur, qui suppriment le gluten de leur alimentation ont toujours des bénéfices au niveau de la digestion. Ça peut être aussi même sur des problèmes de peau, par exemple, ou des problèmes respiratoires. Bref, sur pas mal de choses en fait. Ça, c'est vraiment une constante, on va dire, quoi. Et effectivement, juste pour anticiper les commentaires des personnes qui diront que on a toujours consommé du gluten, comme tu disais très bien, en 2 mots. En quelques années, depuis la révolution industrielle, en fait, le gluten a été complètement modifié et complètement aussi augmenté en termes de quantité, alors que dans le blé ancestral, le gluten est présent en petite quantité et aujourd'hui, c'est présent en très très grande quantité, quoi. Donc, il y a à la fois la modification de la molécule et aussi la modification de la quantité. Donc, c'est pour ça que on peut pas forcément comparer de comment mangeaient nos arrière-grands-parents à aujourd'hui, par exemple. Oui, clairement. Ok, donc les personnes qui ont des problèmes intestinaux et en particulier l'intestin irritable, clairement le gluten à éliminer de l'alimentation ou du moins à diminuer très très fortement. Oui. Ok, point numéro 4, donc ça va être le grand copain du gluten, ça va être les produits laitiers. Ouais. Ça, on en parle souvent si vous suivez un petit peu nos vidéos ou si vous lisez nos articles sur BeMove. C'est un peu le duo infernal qui en fait lorsqu'ils sont consommés ensemble provoquent pas mal de dégâts sur l'intestin. Alors en quoi les produits laitiers, Joris, auraient un impact négatif là aussi sur l'intestin? Alors bon, tout le monde connaît le lactose, donc je vais pas passer trop de temps sur le lactose. Tout le monde sait que ça peut donner des maux de ventre et des diarrhées. En fait, c'est pas En fait, à la différence d'une allergie, où une allergie, ça inclut forcément le système immunitaire face à un allergène, ou si c'est un aliment trop allergène, un aliment. Là, l'intolérance, par exemple, au lactose, ce qui se passe en fait, c'est que c'est le corps qui va réagir à cette molécule et des mécanismes pas forcément immunitaires en fait. Là, par exemple, le lactose va générer beaucoup d'eau et du coup, quand il y a trop d'eau dans l'intestin, on sait comment ça se termine. Et donc, pour une personne qui a un intestin irritable, surtout type D, donc diarrhée, vaut mieux éviter ça. Mais chez les personnes qui souffrent de l'intestin irritable, généralement, c'est un peu les deux. C'est soit constipation, soit diarrhée, mais c'est surtout les deux. Et en fait, en général, il vaut mieux l'enlever. Donc, les gens vont pouvoir se dire, ah bah cool, on va prendre le Lactel sans lactose, par exemple.
Sauf qu'en fait, pas tellement, parce qu'il n'y a pas que ça, en fait, dans le lait qui pose problème. Il y a plein d'autres molécules, en fait, qui vont poser problème et qui vont venir irriter l'intestin parce que le lait de vache, même le lait en général, mais surtout de vache, le corps, il le reconnaît pas. Et même parfois, il peut se tromper et provoquer peut-être, je mets bien des guillemets parce que sinon on va avoir des commentaires, peut-être ou augmenter le risque d'avoir le diabète de type 1. Et donc en règle générale, quand on a le syndrome de l'intestin irritable, vaut mieux éviter le lait pour ce problème-là ou les produits laitiers pour ce qui est le problème de caséine. Et donc la caséine qui agit plus ou moins comme le gluten en fait, qui va perturber l'équilibre de l'intestin. Ok. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a pas mal de choses négatives dans le lait de vache, aussi bien en termes, alors, comme tu disais, effectivement, de risque de maladie auto-immune, parce que, par exemple, dans le lait de vache, il y a l'insuline bovine, Ouais. qui peut être confondue par le système immunitaire avec l'insuline humaine. Si justement certaines molécules traversent l'intestin, le système immunitaire il va réagir. Et comme par hasard, l'insuline bovine ressemble à l'insuline humaine, et le système immunitaire du coup va attaquer l'origine de l'insuline humaine, c'est-à-dire le pancréas. Et effectivement, il peut y avoir des risques de diabète de type 1. Le lactose, alors on parle aussi parfois des facteurs de croissance, même si aujourd'hui on est un peu plus modéré parce qu'on s'est rendu compte que les facteurs de croissance, il a fallu quand même beaucoup pour avoir un impact sur le corps, mais néanmoins pour des raisons, on va dire, de sécurité, il faut peut-être pas non plus trop en consommer. Bref, effectivement, là aussi, c'est un peu comme le gluten. On se rend compte que les gens qui, en général, ont des problèmes intestinaux, on leur fait juste arrêter donc le gluten et le lait de vache. Et là aussi, comme par magie, beaucoup de choses apparaissent positives, moins de ballonnements, moins de problèmes pour aller aux toilettes, etc., etc. Et voilà, quand on sait comment ça marche en fait au niveau de l'intestin, c'est pas une surprise en fait, c'est normal. Donc déjà voilà, ça c'est un point important effectivement, ces deux aliments, gluten et lait de vache, très très problématiques pour la santé intestinale. Alors autre catégorie, je crois, je sais plus. Après le gluten et le lait de vache, voilà, on avait les produits de type FODMAP. Ouais. Alors les gens qui s'intéressent à l'intestin doivent connaître cet acronyme, alors qui est un peu compliqué, je m'en souviens jamais, il est imbitable à retenir. À FODMAP. C'est fermenticides, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyol. Voilà. C'est du sucre en fait. Merci. Donc, les FODMAPs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, justement, parce que là, l'acronyme va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Qu'est-ce que c'est concrètement et quelles sont les conséquences de consommer des FODMAPs pour l'intestin? Alors, en fait, ce qui se passe, donc là, on les trouve essentiellement donc dans les végétaux. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend, voilà, c'est une intolérance en fait. C'est une intolérance comme au lactose, par exemple. C'est une intolérance où, par exemple, vous allez prendre un artichaut, par exemple, et il va y avoir un type de sucre. Donc, ça peut être oligosaccharide, monosaccharide. Donc, on parle de glucides en général, mais si on veut rentrer dans les détails, en fait, si on devait décomposer, il y aurait glucides et après toutes ces formes de glucides, de sucre en fait qui en découlent. Donc, on a oligosaccharide, monosaccharide, disaccharide, etc. Et en fonction de ça, en fait, on arrive à classer certains aliments. Et par exemple, si je prends l'artichaut ou l'oignon, qui est très connu pour favoriser les ballonnements, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois dans l'intestin, le sucre, il est pas vraiment digéré correctement, à la différence de certaines personnes qui peuvent manger sans problème des artichauts ou des oignons sans poser problème. Donc, il va rester dans l'intestin. Et donc, du coup, c'est pas vous qui allez digérer l'aliment, ce sont les bactéries qu'il y a autour, en fait. Et elles, leur sécrétion, on va dire, ce sont des gaz en fait. Elles vont produire des gaz en mangeant cet aliment-là. Donc en fait, on va être très ballonné. Donc on le remarque surtout chez les personnes qui ont le SIBO, mais vu que SIBO et intestin irritable, c'est assez lié, on va être ballonné. Et ce que va faire l'intestin, c'est qu'il va dire oui, bon, t'es bien gentil, vous en avez mangé la plupart, les bactéries, mais maintenant je veux sortir en fait. Et donc hop, on va prendre l'eau qu'il y a autour et on va virer tout ce qu'il y a en fait. Et donc ça provoque des diarrhées. Ça peut provoquer de la constipation, mais aussi des ballonnements. Et c'est très régulièrement des ballonnements qu'on remarque. Et généralement, surtout chez les personnes qui ont le SIBO, ça arrive très très rapidement après le repas en fait. Alors le problème des FODMAPs, si on compare avec le gluten ou le lait de vache où l'origine est quand même assez limitée, les FODMAPs on en trouve dans beaucoup d'aliments. Ça c'est un gros problème en fait. Dans les grandes lignes, tu peux dire les grandes familles d'aliments qui contiennent des FODMAPs, Joris?
Voilà, on en a plein parce que en réalité, quasiment tous les végétaux en contiennent quasiment. Par Ouais. exemple, les épinards n'en ont pas beaucoup, mais en fait, ça dépend surtout le degré, en fait, le grammage, en fait. Si par exemple, je mange 3 ou 4 feuilles d'artichaut, ça posera pas de problème. Si je mange le cœur de l'artichaut plus toutes les petites feuilles qu'il y a autour, là, ça va poser problème. Mais en fait, il y en a quasiment partout, surtout dans voilà les légumes un peu crucifères comme par exemple le brocoli, le chou, etc. En fait, généralement, les gens les connaissent déjà sans savoir ce que c'est parce qu'ils savent sur eux ce que ça fait. Mais ça peut être aussi dans les céréales, ça peut être aussi, bah, du coup, dans les fruits, enfin, en fait, c'est un peu partout. Et ce qu'il faut en fait connaître, parce que sur Internet, il y a plein de plans, il y a plein de choses sur les FODMAP. Et par exemple, il va y avoir 50 grammes possibles pour les artichauts, donc on peut manger 50 grammes, sauf que ces 50 grammes vont pas forcément être les mêmes chez la personne, mais surtout, après, sur un autre site internet, on trouve que finalement 70 grammes, c'est acceptable, alors qu'en fait, non, c'est pas du tout acceptable, donc quand on rajoute 20 grammes, c'est pas du tout acceptable. Donc en fait, c'est un peu partout, ceux qui sont épargnés surtout, c'est par exemple les graines de lin, à une quantité, c'est pareil, assez limitée, certains fruits rouges. Les épinards sont pas forcément touchés. Il me semble que le chou kale n'est pas forcément touché parce que là on est sur les feuilles, alors que le chou, par exemple le chou blanc ou des choses comme ça, là on est plus riche en FODMAP. Je les connais pas tous par cœur, mais en général, le mieux en fait c'est d'aller. Donc en fait, le mieux c'est de se renseigner sur la Monash University. Donc c'est, on va dire, c'est ceux qui ont trouvé les FODMAP qui les ont tous bien identifiés. Il y a une application qui existe sur téléphone, mais il me semble qu'elle soit payante. Je crois que c'est 8 euros. Et si vous voulez pas payer, il y a le site, mais il est en anglais. Du Ok. coup, c'est un peu compliqué. Et effectivement, du coup, comme ça touche principalement les végétaux, c'est souvent un peu compliqué. Et dis-moi si je me trompe, mais c'est ça que enfin, j'ai vu récemment le témoignage d'une personne qui avait des problèmes intestinaux et qui a dit dans les commentaires, je sais plus ce que c'était précisément, mais grosso modo que en passant à un régime carnivore, du coup, ces problèmes intestinaux en fait ont disparu. C'est pas forcément le fait de manger de la viande, je pense, qui a aidé son intestin, c'est juste le fait de ne quasiment plus manger de végétaux en fait, quoi. En grande Bah, partie, je pense que ça peut venir de là en fait. mais en fait, oui, en fait, je connais une personne qui connaît très bien le SIBO, c'est Dora Muto. On a échangé un petit peu. Et, euh, et c'est pareil, elle fait un régime carnivore. Et donc, au-delà de l'aspect, moi, je ne veux pas rentrer dans l'aspect éthique ou quoi que ce soit, parce que là, on est dans Non, l'aspect non, là santé. on parle juste d'un point de vue biologique pour la Voilà, question. c'est vrai que ça peut être efficace finalement parce qu'on retire les fibres et donc du coup l'intestin, il y a moins de ballonnement, etc. Donc c'est pas dans la théorie, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Je parle pas de point de vue éthique ou quoi que ce soit, c'est pas une mauvaise idée. Après sur le long terme, on n'a pas d'études pour savoir ce que ça fait. On sait qu'il y a des populations qui mangeaient beaucoup de produits animaux. Comme les Inuits par exemple. Ouais, voilà. Hmm. Mais nous, dans notre région, en fait, on n'a pas été forcément, enfin, à moins de venir d'un autre continent, nous, notre corps, il a plus été habitué à consommer des fibres. Donc, en fait, il faut trouver un moyen, en fait, de lier les deux. Je sais que cette personne-là, Doramuto, en fait, elle prend des jus de légumes, du coup, pour réavoir les nutriments, en fait. Même si on n'a pas tout, parce que du coup, on n'a pas les fibres, mais quand on ne digère pas du tout les FODMAP et les fibres en général, c'est compliqué. Et puis, je sais que ces personnes-là, elles peuvent arriver à un tel point de désespoir que même ceux qui font attention, on va dire, à leur consommation, puis au niveau de la planète aussi, quand il y a que ça qui fonctionne, bah, malheureusement, il y a que ça qui fonctionne, quoi. Donc les jus de légumes, pour ceux qui ont vraiment des gros problèmes avec les FODMAP, ça peut être une solution parce que du coup, Ouais. on enlève justement les longues molécules. Ouais, surtout les fibres, surtout ceux qui sont Ouais, intolérants aux fibres. ouais, ouais. Après, avoir en fait à jauger en fonction de, par exemple, commencer avec 2, 3 gorgées et puis après augmenter et voir ah ok tel aliment ça passe. Mais en général, moi ce que je remarque avec les gens que je suis, c'est que on n'est pas allergique à tous les types de sucre. Par exemple, comme j'ai dit, il y a oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça concerne quasiment tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'on cherche, on cherche, et puis finalement, c'est par exemple que les polyols, ou c'est que les monosaccharides, par exemple. Et donc, du coup, tous les autres peuvent être consommés. Donc, c'est une recherche, en fait. C'est des recherches individuelles à faire. Si vous pouvez être coaché en plus pour savoir vraiment, pour vous aider, parce que quand on commence, c'est un peu dans le vide. Mais ouais,
Ok. Alors, pas d'autre choix pour l'instant. Effectivement, ça peut être compliqué. Donc, si justement vous souhaitez tester votre intestin et votre microbiote pour voir dans quel état il est, si vous avez aujourd'hui des symptômes, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors, c'est pas un test médical, attention, hein, c'est juste un Non. test qui est fait pour, dans les grandes lignes, poser les principales questions et voir, voilà, quelles pourraient être les premières choses à faire. Mais c'est pas un test médical. Si vous souhaitez récupérer ce test, on vous met le lien dans la description de la vidéo. Et c'est le premier lien aussi, hop, voilà, le premier lien de la description et le petit i comme info, hop, tout en haut de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, on vous l'envoie par email et après on vous envoie des petites informations pour justement comment vous aider à retrouver un intestin en bonne santé. N'hésitez pas à cliquer. C'est Joris qui a fait ce test, donc il maîtrise bien le sujet. Justement, Joris, est-ce que tu peux faire une petite conclusion sur cette vidéo? Quelles pourraient être les grandes, enfin comment on pourrait aider au mieux du coup les personnes qui ont aujourd'hui un intestin irritable? Alors déjà, commencer par enlever les 3 blancs, ce que j'appelle le sucre, la farine, bon, les féculents, raffinés surtout. Les produits blancs en général dans l'alimentation, c'est pas forcément des bonnes choses. Alors, il y a des exceptions comme le blanc de l'œuf, mais voilà. l'huile de coco par exemple, mais voilà, à part les exceptions dans les grandes lignes, c'est vrai que les produits blancs, c'est pas forcément. Il y a le sel aussi qui est pas bon pour la santé. Ouais, voilà. Et les produits laitiers, donc déjà commencer à éviter ça. Mais en fait, on arrive à un point où parfois des gens même m'envoient des mails ou m'envoient des messages ou même sur le groupe Paléo France, en fait, oui, je l'ai fait, mais ça marche pas quand même. Et donc là, faut creuser plus et voir quel type de feeds peuvent être acceptés, si les FODMAP sont bons, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui peuvent être pris en fonction de s'ils peuvent être pris. Oui, mais s'il y a un traitement médicamenteux, il faut gérer avec ça aussi. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça peut fonctionner parce qu'il y a eu des gens que j'ai eu qui avaient un syndrome du côlon irritable et qui aujourd'hui vont très bien. Mais voilà, faut pas se dire. Chez certaines personnes, en 3 jours, c'est réglé. J'ai eu le cas 2-3 fois et ça c'est génial quand ça se passe comme ça. Et d'autres personnes, ça met plus de temps. Et donc quand c'est comme ça, c'est qu'en fait il faut chercher d'où vient le problème. Et généralement, en général, on trouve le problème, même s'il est tardif, assez facilement. Ouais. Et donc, on arrive à gérer au moins. C'est un vrai travail d'investigation en fait où pour chaque Oui, personne voilà. il faut supprimer des aliments, réintroduire d'autres, poser pas mal de questions, Ouais. connaître un peu le style de vie et en faisant ce travail d'enquête, bah, à la fin on peut, comme tu disais, effectivement trouver la cause. On avait des personnes avec qui on a travaillé, c'était pas été simple, mais à la fin on a quand même trouvé l'origine du problème et Ouais. en Et des supprimant fois, le produit qui pose problème, bah pouf, ouais. tout revient quoi. Et des fois, c'est le produit le plus sain qu'on pensait jamais pouvoir faire ça. Et en fait, c'était ça, quoi. C'est pour ça que moi, je pars du principe que tout peut faire quelque chose et après, on voit qui fait vraiment quelque chose ou pas. Merci Joris, en tout cas pour toutes ces précisions. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger le test pour votre intestin et votre microbiote. Nous, on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Salut Joris. Salut!